Si toi aussi comme moi tu allumais ta télé tous les mardis soirs pour regarder Raw et tu tombes sur un mec qui paraissait un peu débile, qui regardait fixement à travers la caméra et nous criait Woo woo woo, you know it. tu ne savais vraiment pas si tu allais oui ou non passer un bon moment devant son segment, mais au final il était très souvent très divertissant, notamment avec ses nombreux matchs qui dominaient la mid-card d'une main de fer, avec Dolph Ziggler ou encore Kofi Kingston qui tournaient tous les trois autour du titre des États-Unis. Je te parle évidemment de Zack Ryder, aujourd'hui Matt Cardona, qui se fait appeler à l'heure actuelle ce Indie God. Laisse-moi retourner à tes côtés dans le passé pour découvrir ses débuts et son ascension fulgurante, un peu à la manière de Cody Rhodes dans la plus grande compagnie du catch au monde, la WWE, et à son départ qui lui a permis de se révéler et devenir le dieu de la scène indépendante. Zack Ryder fait ses débuts dans le monde du catch à 20 ans à la New York Wrestling Connection, une fédération indépendante sous le nom de ring de Brett Matthews, le 14 août 2004. Dans un match en équipe qu'il remporte et il rencontrera son ami et allié de toujours, encore à l'heure actuelle du côté de Impact, Brian Myers, alias Kurt Hawkins, à la WWE. Ils gagneront les titres par équipe de cette fédération à 2 reprises, mais entre-temps Ryder signe un contrat de développement avec la WWE et dispute son premier match avec la compagnie dans un show de SmackDown qu'il perd naturellement. C'était un homme à squash comme on disait à l'époque, et finalement il quittera la New York Wrestling Connection accompagné de son nouvel ami et partenaire Kurt Hawkins pour se rendre à la Deep South Wrestling, une fédération de Géorgie qui est un des clubs écoles de la WWE, et ensemble ils remportent le championnat par équipe et iront un an plus tard à la OVW, la Ohio Valley Wrestling, qui je le rappelle a mis en lumière lors de leur première édition Randy Orton, John Cena, Batista et Brock Lesnar. Et ils y remporteront également les titres par équipe pour les conserver seulement 2 semaines. Après la perte de leur titre, Kurt Hawkins est un peu mis de côté et reste à la OVW, tandis que notre ami Zack Ryder commence à faire quelques apparitions, notamment au show de l'ECW. Et finalement Hawkins est rappelé et les deux amis forment les Major Brothers. Leur union fonctionne toujours aussi bien, même au devant des écrans, et commettent un sans faute en gagnant la grande majorité de leurs matchs tag. Et ils participent ensuite à une bataille royale qu'ils remportent et obtiennent une chance pour les titres tag team de Matt Hardy et MVP la semaine suivante, mais malheureusement ils loupent le coche. Un mois après leur défaite, c'est l'un des shows de la WWE les plus attendus à cette époque, Armageddon. Après un début de show superbe avec notamment le Jeff Hardy contre Triple H ou encore le Randy Orton contre Chris Jericho pour le titre de la WWE, arrive le main event, Triple Threat Match, Batista vs Undertaker vs Edge qui essaye de récupérer son précieux titre des mains de l'animal. Edge est littéralement en difficulté pendant tout le match et se fait malmener par les deux monstres d'adversaires et se fait éjecter du ring quand tout à coup deux autres Edge, littéralement même tenue, même tatouage et surtout même coupe de cheveux, l'Undertaker et Batista ne remarquent pas la supercherie et s'attaquent aux imposteurs avant que le véritable Edge réapparaisse en tant qu'opportuniste comme l'un de ses surnoms l'indique et met KO le Taker avec une chaise pour porter le pin sur Batista qui vient de se prendre le Tombstone Piledriver. Edge décroche la victoire, récupère son titre et possède désormais une autre carte à jouer. La Familia est née, Ryder et Hawkins accompagnent leur nouveau leader à la plupart de ses matchs et entrent dans la course au titre par équipe. Le duo parviendra à devenir champion lors du Great American Bash dans un Fatal 4-Way Tag Team match et perdront leur titre seulement 2 mois plus tard à SmackDown face aux fraîchement venus Carlito et Primo Colón. Après la perte de leur titre et la fin de leur alliance avec Edge, les deux amis prennent des chemins différents. Ryder est tiré au sort de la draft 2009 et part du côté de l'ECW, quant à Hawkins il est écarté des shows TV et quittera volontairement le roster principal pour se rendre à la FCW, la Florida Championship Wrestling, pour poursuivre son entraînement pour son futur au sein de la compagnie. En étant honnête, Ryder n'était clairement pas un projet pour la fédération et surtout pas pour Vince McMahon, mais malgré ça, il obtiendra un match pour le titre mondial de Christian après avoir remporté une bataille royale et l'affrontera la semaine suivante, sans succès malheureusement, et heureusement pour moi car j'adore Christian et il n'avait pas intérêt à perdre. Il mettra également fin à la carrière du grand Tommy Dreamer à la WWE, et Dreamer il avait mis de la lumière sur la nouvelle ECW après le départ de Paul Heyman et a permis aux fans de découvrir de nouveaux talents et de notamment remettre Christian au goût du jour. Il y a aussi Jack Swagger qui deviendra champion du monde poids lourd après son cash-in sur Chris Jericho qui venait de se prendre un spear par Edge. Et après ça, il ne fera pas grand chose, il retournera à Raw et ensuite NXT pour la saison 2 où les pros WWE forment les rookies avant une potentielle arrivée dans le main roster. Zack Ryder coachera l'incroyable Titus O'Neil, mais ce qui était bien c'était que la saison était remplie de jeunes talents, notamment Daniel Bryan, qui était alors coaché par The Miz, champion des États-Unis à cette époque. Leur rivalité se poursuivra et donnera des matchs superbes, évidemment la victoire de Bryan qui défait The Miz de son précieux titre. Avec son coaching entre gros guillemets, la WWE le mettra en avant pour son côté humoristique en le faisant perdre contre Sheamus pour son titre mondial en 11 secondes ou encore contre Santino Marella. Donc là il est vraiment tombé bas. Parallèlement à ça, Zack Ryder étant peu exploité ou à des fins peu appréciables, il crée une chaîne YouTube et nous présente sa collection impressionnante de figurines et goodies WWE.
Et dans sa collection, il y a aussi des ceintures et on peut apercevoir parmi l'une d'entre elles la création de Ryder pour tous les brouskis qui le suivent dans ses aventures YouTube et se proclame Internet Champions. Et il ne le sait pas encore, mais cette ceinture va le ramener sur le devant de la scène. Suite à son buzz et à sa hype qu'il a créé via YouTube avec sa ceinture internet, la WWE décide de le pusher et de mettre en avant son titre au sein de la compagnie. Il apparaîtra même sur nos écrans pour être remis en jeu comme la ceinture de Ted DiBiase ou de son fils Ted DiBiase Jr. qu'il apportera de nouveau quelques années plus tard. Je te parle évidemment du $1 Million Championship. Ryder apparaîtra aux côtés de Hugh Jackman qui vient alors faire la promotion de son super film Real Steel et affronte l'actuel champion des États-Unis Dolph Ziggler. Ryder y décroche la victoire suite à une intervention de Hugh Jackman et se place directement en aspirant numéro 1 pour affronter Ziggler la semaine suivante. Il aura 2 occasions de remporter le titre de Dolph Ziggler mais échoue aux 2 en raison de diverses interventions du partenaire de Dolph Ziggler, Jack Swagger. La WWE poursuit son push de manière très maladroite et arrive à l'intégrer pour la première fois de sa carrière dans un main event à Raw en équipe avec John Cena pour affronter The Miz et R-Truth qui formaient à l'époque The Awesome Truth et c'était une équipe formidable et incroyable si vous en souvenez bien. Malheureusement, ils perdent le match et au cours de la semaine, Ryder se rend dans tous les shows WWE afin de faire signer une pétition aux autres superstars en coulisses pour obtenir une nouvelle chance au titre US de Dolph Ziggler. Lors de son show YouTube, il mentionnera ceci comme étant un Manhattan Screwjob en référence au Montreal Screwjob dans lequel Bret Hart s'est fait voler son titre WWE par Shawn Michaels à cause de Vince McMahon et c'est la raison pour laquelle Bret Hart se retire de la WWE pendant près de 15 ans. Et lors du pay-per-view Survivor Series, il attaque Dolph Ziggler après son match et lui porte son Rough Rider sous les acclamations de la foule. Et lors du Raw suivant, il s'incline face à John Cena dans un match où le gagnant aurait une opportunité à TLC. Donc John Cena pour le WWE Championship et lui pour le United States Championship de Dolph Ziggler. Cena gagne le match mais renonce finalement à participer à celui-ci. Pour lui laisser une chance d'affronter Dolph Ziggler à TLC, John Laurinaitis accepte la requête mais il devra avant tout battre Mark Henry dans un match sans disqualification pour pouvoir affronter Dolph Ziggler. Ce qu'il fait grâce à une intervention de John Cena qui porte son attitude adjustment à son adversaire et offre la victoire à Ryder. Il affronte donc Dolph Ziggler lors de TLC pour le United States Championship durant laquelle il remporte le match ainsi que le titre qui constitue son premier titre en solo. Ce match est fou, foncez le voir s'il vous intéresse, le selling de Dolph Ziggler, la foule derrière Ryder, sa victoire, la réaction de son père et de son frère, tout est fou dans ce match, fonce, je te le conseille vraiment. Suite à ça, je trouve que c'est l'un des plus gros gâchis de la compagnie concernant un push de superstar. Zack Ryder se retrouve à être associé à John Cena et Eve Torres dans leur rivalité contre Kane. Cette rivalité est l'une des pires que la WWE ait produite pour ma part et c'est Ryder qui en fait les frais en perdant premièrement son titre face à Jack Swagger. Et ensuite il joue le blessé, John Cena joue le sauveur, la compagnie l'enterra lui et son push définitivement après son match Falls Count Anywhere face à Kane à Raw qui se termine sur un no contest après que Kane lui ait porté un chokeslam à travers la scène qui lui provoquera une blessure au dos et son absence des rings pendant quelques mois. Ryder revient de blessure et ne sera plus mis en avant et perdra la majorité de ses matchs pendant les 3 prochaines années qui suivront, donc comme à son arrivée quoi. Et franchement de son côté il n'y a rien à dire à son sujet car toutes ses apparitions étaient inintéressantes ou alors des squash. Il décide de repartir du côté de NXT, notamment après sa défaite face à Kevin Owens à Elimination Chamber pour son titre NXT Champions. Et 2 semaines plus tard, il s'associe à Mojo Rawley, qui était très mis en avant à cette période par Triple H, mais comme d'habitude, arrivé plus tard dans le main roster de Vince McMahon, il sera ruiné et personne ne le connaîtra réellement pour son talent. C'était une aparté, donc Ryder et Rawley forment Hype Bros et s'imposent sérieusement en équipe et auront une longue rivalité avec ce Revival ou FTR du côté d'AEW. J'ai fait une vidéo à leur sujet si cela vous intéresse, également avec American Alpha. Ils auront différentes occasions de devenir champions par équipe de NXT mais échoueront, et Ryder se redirige doucement vers SmackDown et se voit intégrer au ladder match de WrestleMania 32. Et lors de ce match, à la surprise générale, Ryder le remporte et devient le nouveau champion intercontinental et le perd malheureusement le lendemain à Raw contre le Miz après l'intervention et le retour de Maryse. Il perdra son match retour à SmackDown et reprendra avec son coéquipier Mojo Rawley en restant à SmackDown. Ils enchaîneront les défaites et après leur défaite entre Eric Rowan et le merveilleux Luke Harper, Rawley passe à tabac son ami et signe à la fin de leur alliance. Ryder et Rawley ils auront une petite rivalité dans laquelle Mojo ressortira vainqueur de tous les matchs et replacera Ryder à la place qui pour Vince lui est due aux oubliettes dans la tombe, rien à cirer de lui.
Alors du coup, un an plus tard, il reparticipe à WrestleMania mais il perd son match et Zack Ryder, suite à ça, il débarque à Raw après avoir fait partie d'une Superstar Shake-Up. Il sera absent des écrans jusqu'en décembre où il fera son retour dans une bataille royale pour obtenir une chance au titre intercontinental d'Apollo Crews, mais il échoue. Et du côté de Kurt Hawkins, qui est revenu à la WWE, Vince McMahon il le replace sur le devant de la scène pour son côté humoristique et intervient dans la rivalité entre The Revival contre Bobby Roode et Chad Gable, alors champion tag team de Raw à cette époque. Ayant perdu une nouvelle fois leur chance au titre tag, The Revival effectue son heel turn et attaque Hawkins car dans le match il a révélé toutes les tentatives de tricherie, mais Zack Ryder apparaît de nulle part et vient sauver son ami. Les deux alliés se retrouvent après plus de 10 ans depuis la Familia et reforment officiellement une team. Ils affrontent évidemment The Revival mais perdent leur match, mais entrent en rivalité avec eux, et n'oublions pas que Hawkins était également mis en avant grâce à sa série de défaites incroyables qui était de 269. Les deux amis affronteront donc The Revival à WrestleMania 35 dans le kick-off pour le titre tag de Raw. Une chance pour Hawkins de mettre fin à sa série de défaites, mais également que les deux amis redeviennent champions par équipe 10 ans plus tard. Et après un superbe match entre ces 4 maîtres du ring, c'est Hawkins qui surprend Scott Dawson avec un tombé et met fin à sa série de défaites sous une monstrueuse pop en réalisant aussi leur rêve de redevenir champion par équipe à la maison, à la WWE. Ils perdent leur titre quelques mois plus tard et disparaissent des écrans comme ils étaient venus. Finalement, Ryder et Hawkins, fidèles employés de la WWE depuis plus de 15 ans, sont renvoyés comme des malpropres dû à la soi-disant crise budgétaire liée au Covid, mais ce renvoi leur sera bénéfique pour chacun. Hawkins retourne du côté de Impact Wrestling et Ryder alterne entre différentes petites promotions de catch et pose ses valises à l'AEW où il retrouve l'un de ses vieux amis Cody Rhodes et il y fait 2 apparitions en combattant avec lui et continue sa tournée afin de découvrir toutes les possibilités de carrière pour lui. Zack Ryder, maintenant Matt Cardona, se rapproche de grandes promotions indépendantes et se dirige vers Impact où se trouve son ami Kurt Hawkins qui est devenu Brian Myers. Les deux anciens alliés entrent en rivalité puis reforment leur duo iconique au sein de toutes les autres fédérations dans lesquelles ils passent. C'est d'ailleurs à Impact Wrestling que Cardona rencontre sa femme fraîchement revenue à la WWE Royal Rumble en janvier, Chelsea Green. Cardona et Myers parcourent l'Amérique à la recherche de combats le plus fous les uns que les autres et Cardona en récupère tous les bénéfices en étant champion dans de multiples compagnies. En conclusion, pour ma part, je ne sais pas si Ryder aurait quitté la compagnie de lui-même en vue de son mauvais traitement au cours des années, mais c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Il a pu se réinventer, s'affirmer et être tout simplement le catcheur qu'il voulait incarner, ce qui était impossible à WWE. Hawkins, quant à lui, est un excellent catcheur et était déjà reparti après son contrat à NXT, terminé du côté de la scène indie et notamment à Impact Wrestling. Matt Cardona aujourd'hui c'est 7 titres majeurs de promotions différentes à porter sur ses épaules, plus un récemment qu'il a remporté sur la Jericho Cruise, la promotion de catch de Chris Jericho qui est en fait une croisière où des catcheurs de différentes compagnies indépendantes viennent s'affronter, et il en est le champion majeur, le Oceanic Champion. Alors que reste-t-il à conquérir pour Matt Cardona à part la WWE? Il est passé partout pratiquement et a remporté un titre majeur ou mineur dans toutes les compagnies visitées. Faire un retour à la WWE ne serait pas si mal, mais à quel prix? Ça ne sera malheureusement jamais un Cody Rhodes, même s'il a réussi à créer son aura et son intérêt, de le voir évoluer au fil du temps. Peut-être que sous l'ère Triple H il sera mis en avant, mais j'en doute, mais on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas vu de nos propres yeux, et en me mettant à sa place je resterai dans le milieu de l'indie encore quelques temps, histoire de faire vivre son nom de Indie God et revenir peut-être l'année prochaine pour aller confronter notre roi de l'indie WWE actuel, Cody Rhodes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aide pour le référencement, et ajouter peut-être un petit commentaire et une suggestion de vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, et salut à tous.